RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vous rappelle que vous pouvez réagir pendant cette émission avec le hashtag MardiPol. Et ensemble, Frédéric, nous recevons Benoît Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur le plateau d'RFI et France 24. Merci. Vous êtes fondateur et membre du mouvement Génération que vous avez créé après votre défaite à la présidentielle sous les couleurs socialistes. Alors, si vous avez lâché le PS, est-ce que vous avez lâché l'idée de vous représenter en 2022 ? Oh là là, vous démarrez fort là. Oui, non, mais c'est une petite question. Vous avez raison, Comme ça, c'était Comme ça, on se débarrasse. Voilà. Après, on va dans les vrais sujets. Non, mais là, en plus, objectivement, c'est. Je crois que vous l'avez dit, non ? Non, mais cette question-là, 2022, moi, la tâche à laquelle je me consacre elle va prendre un peu de temps, je pense. C'est de reconstruire la gauche. Mais je pense que la gauche ne peut pas se reconstruire sans l'écologie politique aujourd'hui. Il me semble qu'on a des menaces qui sont si lourdes sur nos modes de vie, sur le monde qu'on laissera à nos mômes, à nos enfants, pardon, la manière dont nos sociétés deviennent de plus en plus sauvages, qu'on a besoin de reconstruire une grande force progressiste, humaniste, démocratique, parce qu'on voit monter tous les contraires de ça, de l'humanisme, de l'écologie, du progressisme, à travers le nationalisme, à travers le libéralisme. Et ça suppose de ne pas être focalisé sur 2022. Je m'explique, si je ne me préoccupais que de cela, je me désintéresserais de la reconstruction de la gauche, en fait. Je me désintéresserais de l'écologie politique et je ne chercherais qu'une stratégie pour être seul face à Macron. Et ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. En tout cas, il me semble que les leçons que moi, je dois tirer de l'élection présidentielle m'invitent à poursuivre sur ce que je crois être les bonnes idées, celles que j'ai défendues et qui grandissent dans l'opinion, le rapport au travail, l'impact de la révolution numérique et des robots sur la façon dont on va travailler, c'est pour ça que je vous posais la santé environnementale, le fameux revenu universel, qui aurait dit que le président Obama se rallierait aux partisans du revenu universel. Aujourd'hui, on voit que voilà, il y a un mouvement, et c'est ce sillon que j'ai envie de creuser, parce que je le crois que c'est celui qui est le plus fécond. Alors c'est vrai que vous aviez fait un score assez modeste, mais vous avez laissé... Vous, dire, vous êtes sympa en disant mais... c'est mauvais. Oui, ça ne lui ressemble pas. Mais vous avez laissé effectivement une trace, on le voit, dans des idées que vous avez fournies, et vous n'êtes pas au bout. Effectivement, vous avez construit quelque chose, et c'est pour ça que je vous posais la question d'aller au bout de ce que vous n'avez pu, dans le fond, accomplir. Si je devais vous dire, cette élection... on en parlait là avant que les projecteurs ne s'allument, mais de l'élection présidentielle, pour moi, il y a une profonde meurtrissure qui est liée à la fois au score et à la violence de ce score, et à la trace qu'il laisse. Et il y a ça d'un côté, et il y a, c'est le paradoxe, le sentiment d'avoir combattu pour des idées qui sont en train d'éclore, et avec la reconnaissance que ces idées étaient les bonnes. Vous avez l'impression d'avoir semé en quelque sorte. Oui, j'ai même plus que ça. Je pense qu'on commence à moissonner ces idées-là. Quand le président de la République, même s'il le dévoie, reprend l'idée du revenu universel, on voit bien où il pioche quand il reprend un certain nombre des idées qu'on a défendues, mais toujours dans la contrefaçon sur la question du plan santé. Je vois bien, et ce qui se dit aujourd'hui sur l'impact de la révolution numérique sur le travail, on voit que ça arrive. Bon, bref. Donc... il y a ça, et c'est ce dont finalement je suis le plus fier. Alors, moi, mon objectif, il n'est pas juste de me battre pour des idées bonnes, mais sans que ces idées gouvernent un jour. Donc, je veux qu'elles gouvernent un jour. Et c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre le combat politique, là où, objectivement, on pouvait être tenté d'arrêter. Et puis, dernier mot... je retiens de cette épreuve qui a été celle d'une famille politique, en tout cas de dirigeants politiques de ma famille, qui ont décidé les uns après les autres de ne pas me soutenir, soutenant mon adversaire ou mes adversaires, ou alors faisant semblant de me soutenir, mais dans une sorte de chronologie un peu infernale. En dépit de leurs promesses. Oui, non, mais enfin, en dépit de tout, c'est pas anodin. Mais au fond, et j'en témoigne, effectivement, ce qui ne tue pas renforce et rend plus fort. Et je suis sorti de là
paradoxalement, là où sans doute certains voulaient tuer les idées et celui qui les portait, plus fort, et je pense que les idées que j'ai défendues sont encore plus fortes. Donc ça m'a donné du cuir plutôt que ça ne m'a affaibli. Oui. La semaine dernière, donc, le président annonçait le plan pauvreté. On va en parler bien sûr dans quelques instants. Il affirme vouloir éradiquer la pauvreté en une génération. Et ce matin, il dévoilait son plan pour transformer le système de santé pour les 50 années à venir. Donc 50 mesures, 3,4 milliards d'euros d'ici 2000. Macron, est-ce que vous diriez que le Macron social est arrivé ? Non, je pense que tout ça, c'est de la Macron social, Macron pas social. Bon. Moi, je vais vous dire, et sur la pauvreté, et sur la santé, j'aurais aimé y croire. Parce que, au fond, il y a des questions si importantes qu'on souhaiterait ne pas avoir à s'opposer. C'était très valable sur la pauvreté. Ça l'est aussi sur la santé. Sur la santé, vous attendez quoi, vous, aujourd'hui, comme patient ? Je sais que les déserts médicaux, par exemple, c'était un de vos chevals de bataille. Il y a 5,7 millions de personnes qui vivent dans des déserts médicaux. 400 médecins payés par on ne sait qui. Pour l'instant, ça ne va pas changer fondamentalement la réalité. Ouais, avec à terme l'objectif d'arriver à 4000. Non, mais ça, il y a 4000 assistants, médicaux. Et ça, encore, on va payer donc 4000 assistants pour des médecins libéraux. Et je vais en dire un mot. Des incitations. Oui, mais quand vous êtes patient, vous voulez quoi ? En gros, ne pas passer 3 mois à attendre un rendez-vous chez le rhumatologue quand vous avez mal au dos. Faire en sorte que quand vous y allez, vous passez pas passer 10 fois plus de temps dans la salle d'attente que vous ne passez dans le cabinet médical en ayant l'impression d'avoir été expédié. Et tout ça doit s'améliorer incontestablement. Or aujourd'hui, la vraie question que moi je pose, c'est qu'on recrute et on va payer nous des assistants pour des médecins libéraux. Si c'est pour augmenter le rendement et le nombre d'actes des médecins libéraux, qu'à la fin du mois, ils aient un compte en banque un peu plus garni qu'avant, mais qu'honnêtement, ça n'est pas fondamentalement changé la qualité de ce moment que vous passez avec votre médecin, l'objectif sera raté. Mais il y a quand même, pardon de le dire, un immense oublié dans cette affaire, c'est l'hôpital public. L'hôpital public. D'un côté, le gouvernement, toujours le en même temps, programme 1,2 milliard de réduction de la masse salariale d'ici la fin du quinquennat. Donc moins d'aides-soignantes, moins d'infirmières. Mais moi, j'ai envie de faire confiance en qui sur l'hôpital public ? Pas à M. Macron, qui est inspecteur des finances, et nous dit on peut encore couper. C'est aux infirmières, aux médecins, aux aides-soignantes, au personnel administratif qui disent il est ça ne tient plus. Il est prévu de réduire considérablement la proportion des facturations à l'acte qui ont été très décriées. Dans 2 domaines, le diabète et les affections rénales. Très bien, mais moi je suis pour que s'il n'y a plus de tarification à l'activité dans ce domaine-là, parce qu'à l'évidence, il faut plus de rémunération forfaitaire, prendre en compte le fait que quand on a atteint une maladie où on revient régulièrement, si vous facturez à l'acte, effectivement, c'est un modèle qui est un modèle qui est très coûteux. Mais objectivement, aujourd'hui, moi, ce que j'attendais, c'est qu'il y ait la réponse à ce que demandent tous les personnels soignants dans tous les hôpitaux de France. Arrêtez de fermer des lits, arrêtez de supprimer des personnels, parce qu'un des lieux où il y a le plus de burn-out, c'est-à-dire de mal-être au travail, c'est justement l'hôpital public. Et allez-vous me dire, est-ce qu'il y a eu un mot de la part du président de la République sur 2 grandes réalités des questions de santé dans ce pays ? La santé au travail, pas un mot. Or, aujourd'hui, le nombre de personnes qui tombent malades à cause de burn-out, de pathologies psychiques, de troubles musculo-squelettiques, rien, pas un mot, malade à cause du travail, et la santé environnementale, c'est-à-dire qu'on devient malade aujourd'hui, non pas à cause d'infections, ça c'était le cas de nos grands-parents, c'est pour ça qu'il a fallu des vaccins, mais à cause de facteurs liés à l'alimentation, à l'environnement, au cadre de vie, ce qu'on appelle les maladies chroniques. Et bien là encore, effectivement, c'est un peu compliqué, quand d'un côté on autorise le glyphosate, de parler de santé environnementale. On ne l'interdit pas assez vite, c'est ce que vous voulez dire. Mais ça veut dire qu'on tue. Parce que le glyphosate, aujourd'hui, quand Monsanto est condamné à 250 ou 290 millions de dollars par un tribunal aux États-Unis pour avoir, être responsable de milliers de cancers, on sait aujourd'hui que ces pesticides tuent. Il tue dès le plus jeune âge. Il tue le paysan, il tue l'ouvrier. Défenseur du glyphosate. Non mais voilà. Mais donc oui, mais continuer à autoriser le glyphosate et refuser de lui substituer les possibilités qui existent et notre recherche est capable de le faire. Continuer à autoriser le glyphosate, ça n'est pas tout à fait le scénario. Il est prévu de l'interdire. Non, il n'est pas prévu. Il est prévu qu'on réexamine la question. Avec en ligne de mire l'interdiction. Ah oui, non mais d'accord. Mais bon, on entend, c'est pas interdit et c'est tellement peu interdit qu'il refuse de l'inscrire dans la loi. Et je vais même aller plus loin. Il y a des parlementaires, de gauche comme de droite, même La République En Marche, qui ont proposé qu'on interdise, là, purement et simplement, la pulvérisation de pesticides dans un rayon de 200 mètres autour de zones résidentielles, d'écoles, etc. Est-ce que le gouvernement l'a fait ? Non, il l'a refusé. Donc oui, effectivement, on ne peut pas, d'un côté, faire la politique des lobbies et parler de santé environnementale. En conséquence de quoi ? Moi, je veux dire,
Quand on imagine demain des pôles de médecins généralistes adossés à l'hôpital public, c'était dans mon programme, j'y suis favorable. Bon, Ouais. c'est pas très clair sur comment on financera. Et puis surtout, on sent bien que c'est quand même toujours les ciseaux. Mais bon, ça, je peux dire, OK, il y a une bonne direction, mais rien sur l'hôpital public, rien sur la santé mentale et la crise de la psychiatrie française. Vous n'avez pas un hôpital psychiatrique qui n'est pas aujourd'hui en mouvement social. Bon, oui, il y a d'énormes vides dans ce plan. C'est très ronflant, comme d'habitude, avec Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, il dit prendre soin de chacun. On a remarqué qu'il prenait soin... On est de certains, mais pas de tous quand même, notamment en matière de politique fiscale. Alors, le plan pauvreté, c'était la semaine dernière, il l'a annoncé. Il veut s'attaquer à ce fléau, l'un des plus grands fléaux, on va dire, cette pauvreté. Il veut l'éradiquer en une génération et proposer un revenu universel d'activité. Donc, le revenu universel, bien sûr, c'était la mesure phare de votre campagne présidentielle, mais le vôtre n'était assorti d'aucune condition. Alors, beaucoup d'organisations comme ATD Quart Monde, la Croix-Rouge, ont applaudi, ont salué ce plan, pas vous. Et je voudrais vous faire réécouter la vidéo que vous avez postée, dans laquelle vous allez voir, vous dites dans un premier temps, il est venu me piquer mon idée, et la suite, c'est pas bien du tout. Donc on l'écoute. Et soudain, nous avons tendu l'oreille, le président de la République venait de parler de revenu universel. Satisfaction dans nos rangs, le président de la République vient chercher dans mon programme des élections présidentielles la référence pour lutter contre la pauvreté. Il reconnaît que ce débat qui faisait ricaner hier est désormais un débat central. Il faudra un jour qu'il y ait un revenu universel. Évidemment, l'espoir est retombé. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le président de la République se révèle être un faussaire, un spécialiste de la contrefaçon. Il prend le revenu universel, rebaptise le RSA et nous propose quoi ? Demain, un RSA que les pauvres pourront obtenir s'ils le demandent, à condition qu'ils acceptent de surcroît une contrepartie, une activité ou une formation. Voilà, Benoît Hamon, pourquoi vous dites il m'a piqué mon idée, après vous dites c'est nul ? Mais parce que le président de la République, il ne sort pas revenu universel comme ça, là où il sait que le revenu qu'il propose n'est pas universel déjà, puisqu'il est conditionné, donc vous n'en bénéficierez pas tous, et puis surtout, donc il faudra accepter une activité, il faudra que ce soit sous condition de revenu, bon bref. Donc, le vôtre aussi était sous condition de revenu. Non, la proposition que je fais de revenu universel, c'est que tout le monde en bénéficie. Après, il y a la question de la montée en puissance du revenu universel, des étapes pour y arriver. Comme la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle ne s'est pas faite en un jour. On l'a créée, mais le niveau de protection sociale dont on jouit, il a fallu 70 ans quasiment pour qu'on en arrive à une protection, si elle n'est pas totalement démantelée par les gouvernements libéraux, qui aujourd'hui nous assure des aléas de la vie. Ce que je veux dire, c'est que pareil pour le revenu universel, la montée en puissance sera progressive, mais là aujourd'hui, ce dont on parle, pour être plus clair et oublier le débat sur le revenu universel, parce qu'en fait, il n'en fait pas un de revenu universel. Quel est ce qu'a raté ce gouvernement à l'occasion du plan pauvreté ? Toutes les associations, pour le coup, de lutte contre la pauvreté, vous disent la chose suivante. Aujourd'hui, il y a un tiers des personnes pauvres qui n'ont pas de RSA parce qu'elles ne le demandent pas. Pour plein de raisons, la bureaucratie, la lassitude, etc., tout ce qu'on veut. Un tiers. Il aurait suffi de rendre automatique le versement de cette mesure. Oui, mais ça fait faire des économies de pas... Ça fait effectivement faire 5 milliards d'euros d'économies à l'État, qui, parce qu'il introduit le principe d'une demande, il faut que je demande l'allocation pour en jouir, et bien on sait qu'on fera 5 milliards d'économies. Il fallait faire l'automaticité, il ne l'a pas faite. Et il y rajoute quelque chose de plus. Il dit désormais, c'est sa conception, qu'il faudrait qu'il y ait une contrepartie. En clair, le minimum que l'on doit aux individus, on le leur versera à condition qu'ils acceptent des devoirs et des contreparties en échange. Y a-t-il eu un début de contrepartie à la baisse de l'ISF ? Aucune. Y a-t-il eu un début de contrepartie au cadeau aux riches ? Aucune. Et pour celui qui va avoir 600 € par mois, on va exiger de lui des contreparties. Écoutez, dans un pays qui crée pas ou peu d'emplois, qui crée pas ou peu d'activités, conditionner le bénéfice des minima sociaux au fait d'accepter un emploi, une formation ou une activité, ça n'a pas de sens. Et c'est là où moi je diffère et je diverge fondamentalement, philosophiquement avec le président de la République dans sa conception de la lutte contre la pauvreté. Je pense que le droit à la dignité, il n'est conditionné à rien. On a le droit, dès lors que l'on naît en France, à la dignité, au minimum pour vivre. C'est d'ailleurs inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25. Benoît Hamon, François Hollande était le président qui n'aimait pas les riches. Emmanuel Macron est celui qui n'aime pas les pauvres ?
Oui, mais la différence, c'est que les riches n'ont pas eu trop à en souffrir de François Hollande, mais que les pauvres en souffrent. Voyez-vous ? Mais vous pensez qu'il n'aime pas les pauvres? Vous avez dit qu'il vous était pauvrophobe. François Hollande n'aimait pas les riches, mais les riches... Je faisais allusion à sa formule, vous savez très bien. Mais ils ont été sans doute très ingrats, d'ailleurs, vis-à-vis de lui, mais ils n'ont pas eu à en souffrir. Aujourd'hui, oui, il y a les dernières... Je le redis, un président de la République ne devrait pas parler de la manière dont il parle aux gens plus modestes. À l'horticulteur. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je suis un jeune horticulteur, j'ai en face de moi le président de la République qui, devant toutes les télés, parce que vous croyez qu'il ne sait pas que les télés sont là, il aurait dû si moi je traversais la rue, j'aurais trouvé du boulot. C'est donc ce qui laisse entendre que ce jeune homme ne fait pas assez d'efforts, qu'il doit abandonner la formation qui a été la sienne, probablement une passion pour faire de l'horticulture. Bref, mais pour aller faire la plonge en face. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde qui nous propose ? C'est quoi cette France? Est-ce qu'aujourd'hui, 5e puissance économique au monde, on n'a rien d'autre à proposer à notre jeunesse que le fait d'aller traverser la rue pour aller accepter un job de plongeur, et que si tu ne l'acceptes pas, c'est que sans doute tu ne veux pas. Au nom de cette idée, quand on veut, on peut. Pardon de le dire. Il y en a qui peuvent beaucoup plus que d'autres, et notamment ceux qui sont bien nés comme Emmanuel Macron. Mais vous avez raison de dire que tout vous sépare philosophiquement, parce que dans le fond, sur le revenu universel que lui propose, il considère que on aide les plus pauvres, mais par conséquent, il ne faut pas les enfermer dans une situation où ils n'iraient pas, ils se contenteraient d'avoir un revenu universel et de ne plus faire le retour vers... Non mais... Voilà, mais c'est ça son argument. Comme si les gens voulaient rester dans la pauvreté. Mais interroger les personnes, personne n'a envie de rester à quelques éclats. Oui, mais c'est ça sa philosophie. C'est au fond, les pauvres seraient paresseux. Et si vous leur donnez un peu plus d'argent, pas dit qu'ils en fassent pas mauvais usage. Mais il n'y a pas plus responsable que quelqu'un qui a peu. Parce que chaque euro compte. Et la destination de cet euro-là, la plupart du temps, justement, vous êtes responsable pour 10. Parce que vous n'avez pas le choix. Parce que le soir, vous ne savez peut-être pas où vous allez dormir. Donc vous croyez qu'on gaspille l'argent. C'est là où il y a quelque chose de condescendant profondément. Et finalement, l'idée que lui saurait mieux que tous ces pauvres ce qui est bon pour eux. Ben non. Pourquoi est-ce qu'il vous réclame 100 euros de plus ou 200 euros ou 300 euros? Parce qu'on n'a pas assez avec 600. Et qu'on sait très bien ce qu'on en ferait de ces 300 euros de plus. C'est pour ça que moi, dans l'idée que j'avais du revenu universel, parlons de la pauvreté, là où elle existe chez ceux qui n'ont pas de travail. Vous savez combien il y a de travailleurs pauvres? Ils sont de plus en plus nombreux. Et même quand on n'est pas pauvre, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, on peut avoir une pauvre vie au sens où elle est difficile, compliquée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas autonome, on ne choisit rien. Vous avez un salaire de... à l'hôpital public, il n'en parle pas, ça, le président de la République. Vous savez ce que c'est le salaire d'entrée en carrière pour une aide-soignante? 1 250 €. En fin de carrière, 1 600 €. Il n'y a pas 1 euro de plus pour ces gens-là, pour Emmanuel Macron. Pourtant, quiconque est passé par l'hôpital public vous louera le travail de ces gens-là. Le fait que la performance qu'on exige d'eux, c'est parfois de passer du temps avec vous et de vous apporter cette dignité qui est si précieuse au moment d'essayer de se battre contre la maladie. Eh bien, à tous ces gens-là, que changerait le revenu universel s'il complétait un salaire? Ça vous donne de l'autonomie, du pouvoir de maîtriser votre vie. Qu'est-ce qui inquiète justement ces élites qui ont choisi Emmanuel Macron? Je pense qu'au fond, ce n'est pas l'idée de donner du pouvoir d'achat aux plus pauvres, ou aux travailleurs pauvres, aux travailleurs modestes, comme je le désirais à travers le revenu universel. C'est que ça leur redonne du pouvoir tout court, une capacité à négocier parce qu'ils ne dépendraient plus seulement, pour nourrir leurs enfants ou pour vivre eux-mêmes, d'un salaire de misère. C'est ça que moi je veux changer. Et allez me dire que j'ai tort quand la révolution numérique, rapport après rapport, montre qu'on est en train de remplacer le travail des hommes par, et moi je m'en réjouis, à condition que ça améliore notre vie à tous. Mais oui, par des robots. Taxer les robots? Très concrètement, plutôt que de monter la CSG, des retraités, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place une taxe sur la richesse créée par des robots quand ils se substituent aux hommes? Ça veut dire qu'on taxe les entreprises, alors? C'était une de vos propositions de campagne. Bill Gates, c'est quand même pas un dangereux marxiste, trotskiste. Il a beaucoup d'argent. Non mais d'accord, mais lui, il le propose. Ouais. La Corée du Sud, pays le plus robotisé, le fait. Mais c'est ça qui est fascinant chez les élites françaises, une partie de celles qui portent Emmanuel Macron au pouvoir et qui aujourd'hui sont bien payées en retour, abondamment, c'est cette ignorance du long terme. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de mes enfants, pas le portefeuille à 1 ou 2 ans de ces gens-là. Voilà. C'est parfait, le voilà qui conclut la première partie de cette émission. On va marquer une petite pause, le temps de faire un point sur l'actualité. On se retrouve tout de suite, Benoît Hamon. Merci.
Il est 18h30 à Paris, vous êtes sur France 24. La crise entre Russes et Israéliens semble se dégonfler. Vladimir Poutine a pris la parole cet après-midi. Il met sur le compte de circonstances accidentelles le crash d'un Ilyushin hier en Syrie. L'avion russe et ses 15 passagers, victimes collatérales de la défense syrienne. Elle cherchait d'après Moscou à intercepter en fait des missiles israéliens. Laure Manin. C'est ce qu'on appelle un incident diplomatique. Dans la nuit de lundi à mardi, un Ilyushin transportant 15 militaires russes est abattu dans la région de Latakia en Syrie. Après plusieurs heures de confusion, il apparaît que c'est le régime syrien qui est involontairement à l'origine du crash. Et pourtant, ce n'est pas Damas que Moscou incrimine, mais Israël. Du fait des actes irresponsables de l'armée israélienne, 15 militaires russes ont trouvé la mort. Ce n'est absolument pas conforme à l'esprit du partenariat russo-israélien.